Bonsoir à toutes et tous. Avant d'attaquer cette conférence animée par le professeur Marcelli, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, je propose tout d'abord de donner la parole à Madame la vice-présidente du CCAS de Poitiers pour un petit mot. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous et surtout à toutes. Ça, c'est un peu habituel quand on parle de petite enfance. Je suis très heureuse que cet événement ait pu se tenir. Je remercie la CAF de la Vienne, la PMI et le Centre Henri Laborie pour avoir travaillé aux côtés des équipes du CCS qui se sont pleinement investies pour la réussite de cette soirée. La crise, elle a eu des effets sur tout le monde et surtout en tout cas notamment sur les tout petits. Alors c'est vrai que nous, nos équipes qui accueillent les enfants, elles sont pleinement investies pour continuer à œuvrer au développement, au bien-être de ces enfants, mais quand on porte un masque, quand on doit appliquer un certain nombre de gestes, c'est pas toujours évident. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on ne verra pas forcément tout de suite les effets que cette crise sanitaire auront sur le développement de nos enfants. Je pense que en tant que professionnel ou en tant que parents, on est nombreux à se poser des questions sur aussi qu'est-ce que cette ambiance actuelle, cette lourdeur va amener pour nos enfants. Est-ce qu'un jour on sortira de cette crise et est-ce qu'ils en sortiront indemnes? Donc je voudrais remercier le professeur Marcelli qui sans doute va peut-être nous redonner un peu d'espoir aussi pour la suite et puis sans doute nous éclairer sur ce qu'on peut faire pour que nos enfants se sentent au mieux et se portent au mieux. Jean-Luc. Monsieur Soulard, vice-président de Grand Poitiers en charge de la petite enfance. Merci Coralie. Bien, déjà très heureux de pouvoir participer à cette conférence, puisque enfin on peut se réunir, donc faut profiter de ce moment. Et effectivement, alors je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Coralie, parce qu'on est tous animés par les mêmes envies, c'est que nos petits aillent bien ou aillent mieux. Et effectivement, les derniers mois que nous traversons, et puis ceux qui s'annoncent aussi, parce que malheureusement, il y a encore des troubles qui perturbent un petit peu notre vie. Donc je pense qu'on a tous besoin de conseils, de savoir se positionner, et l'aide en fait de regard extérieur pour nous indiquer un petit peu comment on peut se poster et quel discours on peut avoir auprès des petits qui sont évidemment en souffrance eux aussi, puisque nous le sommes en tant que parents, en tant que professionnels, en souffrance ou en tout cas un peu en décalage par rapport à ce qu'on vit. Et du coup, voilà, si on peut avoir quelques éléments de réponse, on compte beaucoup sur monsieur Marcelli, bien sûr, pour nous donner un petit peu d'élan pour accompagner nos petits, ça sera... c'est le but de la soirée aussi, et que ce soit partagé avec lui, et vous toutes et tous, bien sûr. Bonsoir à tous, Monsieur Mbaye Omar, donc président de la CAF de la Vienne, du conseil d'administration. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc je suis pas comme eux, mais j'ai un petit discours à faire, donc que je vais partager avec vous. Madame la vice-présidente du CCS de Poitiers, Monsieur le vice-président de Grand Poitiers et maire de Rouillé, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des services publics, de la protection maternelle et infantile du département, du CCS de Poitiers, du centre hospitalier Henri Laborie et des organismes de la sécurité sociale, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je représente aujourd'hui le conseil d'administration de la CAF de la Vienne, nouvellement installé. Après 2 années d'un contexte sanitaire que nous connaissons toutes et tous, nous empêchons de célébrer la petite enfance comme nous en avions l'habitude auparavant, depuis 2 ans. Il était grand temps de se retrouver pour cette grande semaine nationale. Les retrouvailles, c'est justement le thème bien choisi en cette année post-crise sanitaire. Pour cette semaine nationale qui met à l'honneur la petite enfance et les professionnels de ce secteur qui contribuent au quotidien à l'éveil, l'éducation et l'épanouissement de nos chers petits bambins. Les retrouvailles, c'est le thème de cette année 2022 que nous l'espérons viendra sceller un intervalle intemporel
où la distanciation physique et les gestes barrières nous ont déconnectés les uns des autres et qui marquera le plaisir de trouver et de se trouver et surtout de se retrouver. Mais sur quelles cicatrices se font ces retrouvailles? Quelle incidence, durable ou non, pour les jeunes enfants? Ce sont des questions que de nombreux professionnels et de nombreuses familles se posent et à laquelle cette conférence cherchera modestement à apporter quelques éléments de réponse, grâce notamment à la présence et à l'analyse du professeur Marcelli, que je remercie chaleureusement. Cette 9e édition de la Semaine de la Petite Enfance, c'est aussi près de 7000 lieux d'accueil collectif, individuels mobilisés à travers toute la France, afin de proposer diverses actions permettant de décloisonner et rassembler le trio parents-enfants professionnels autour des grands acteurs de la petite enfance, publics et privés, responsables de crèches, de relais assistants maternels, de lieux d'accueil enfants-parents, assistants maternels en milieu urbain comme en milieu rural. Cette traditionnelle semaine est portée nationalement pour l'association reconnue d'intérêt général, Agir pour la petite enfance, qui œuvre à créer des passerelles entre familles et professionnels de la petite enfance. Je ne voudrais pas oublier de dire aussi que dans multiples territoires de la Vienne, des animations sont prévues tout au long de cette semaine. Concrètement, l'adhésion de la CAF de la Vienne à l'association Agir pour la petite enfance permet cette année à 86 structures locales de bénéficier gratuitement de la notoire boîte pédagogique. À noter également que plus de 111 structures, crèches, multi-accueil, RPE, MAM, ludothèques, centres sociaux, organisent tout au long de la semaine, dans chaque coin du département, des ateliers, des animations avec les enfants, les familles et les professionnels, ce qui est un nouveau record sur les 9 éditions. Les différentes professions exercées autour du jeune enfant méritent un éclairage, une reconnaissance de leur rôle au cœur d'une société qui n'a jamais autant médiatisé les enjeux du développement des jeunes enfants. En témoigne encore le développement d'une politique nationale dédiée aux 1000 premiers jours. Je voudrais chaleureusement remercier le comité de pilotage de cette manifestation pilotée par la CAF et ses partenaires. Je voudrais aussi remercier plus particulièrement la ville de Poitiers et son CCAS, le service de protection maternelle et infantile du département et le centre hospitalier Henri Laborie pour tous les conseils apportés. Et pour conclure, je voudrais citer Julien Green. Presque tous les enfants sont des poètes, c'est-à-dire qu'ils ont souvent un sens assez profond du mystère. Ils sont dans un monde un peu comme des étrangers qui arrivent dans un pays où ils n'avaient jamais mis les pieds et regardent autour d'eux avec beaucoup d'étonnement. Le but de l'éducation est de faire peu à peu disparaître cet étonnement en expliquant à l'enfant le sens de ce qu'est l'étonnement. Et peu à peu, il grandit et se sent tout à fait chez lui dans un monde où plus rien ne peut l'étonner. L'exemple, c'est moi en plus. Et c'est ainsi que meurent les poètes. Je vous dirais seulement merci beaucoup pour votre attention. Merci. Bonjour à vous tous. Merci de vous être mobilisés et d'être nombreux pour cette intervention consacrée aux tout petits, entre moi ce qu'on m'a demandé entre les 0 et 6 ans, dans la conséquence de ce qui se passe depuis 2 ans sur la question du Covid. Alors effectivement, cette intervention se situe dans le cadre de la semaine de la santé mentale, avec effectivement centré sur la thématique des retrouvailles. Et c'est soutenu par les personnes dont il a été question tout à l'heure, en particulier la CAF, Caisse d'allocation familiale de la Vienne, l'hôpital, la ville, on en a parlé, et on a eu des représentants à travers le CCAS et l'agglomération. La CAF, je voulais simplement dire qu'il y a plus de 20 ans maintenant, avec l'équipe de la CAF de l'époque, on avait créé les rendez-vous annuels de la CAF. Et donc j'ai appris que ces rendez-vous annuels de la CAF continuent avec beaucoup de succès. Je suis très content que ce qu'on avait créé il y a 20 ans
continue sur la thématique générale de l'enfance, avec les différents thèmes qui sont abordés, et je pense des personnes connues du monde de la psychologie de l'enfant, de la pédopsychiatrie, qui viennent vous parler régulièrement tous les ans. Je pense que c'est une très belle action de la Caisse d'allocation familiale, voilà, de la Vienne. Voilà, les choses étant dites, on va entrer dans le vif du sujet et parler des petits-enfants. Alors c'est vrai que depuis, pour les enfants qui ont 4-5 ans, on pourrait dire qu'une grande partie de leur vie, là, s'est déroulée dans des situations un peu compliquées et difficiles, parce qu'il y a eu d'abord les gilets jaunes, même si ça a duré 5-6 mois, ça a été quand même une atmosphère assez particulière. En tout cas, ce qui était retransmis à la télévision, les images qu'il y avait à la télévision, c'était quand même des images un peu difficiles. Donc il y a eu ça. À peine ça a fini, il y a eu peut-être quelques mois de calme, et puis est arrivé ce Covid. Et puis ce Covid, non pas disparaissant, parce que je pense qu'on en a encore pour quelque temps, on pourra en reparler, arrive maintenant depuis le 24 février, une guerre en Europe avec les images absolument terrifiantes qu'on nous envoie et qui reviennent dans nos maisons, dans nos écrans de télévision, et pour certaines de ces images qui sont vues par les enfants. Donc il y a là quelque chose qui est quand même un petit peu pesant. Et qui certainement pour les enfants mérite qu'on s'y attarde et mérite des explications. Alors, qu'est-ce qui est important pour les enfants à cet âge-là, chez le petit? Ce qui est important pour les enfants à cet âge-là, c'est que les parents sont des personnes importantes et ce qu'on appelle des objets d'attachement. L'attachement, a été décrit déjà depuis très longtemps, et c'est pour les enfants l'objet de réassurance. Voilà. Quand papa et maman sont à côté de moi, je me sens tranquille, je me sens en sécurité et je me sens bien. Alors on décrit plusieurs attachements, et ça se passe, l'attachement typique, ça se déroule entre 1 an et 1 an et demi, quand l'enfant commence à marcher, et 3-4 ans, quand il commence à avoir une petite autonomie sociale, commencer à aller à la maternelle, etc., et commencer à avoir des moments avec les autres. Alors l'attachement, c'est quand effectivement l'enfant se sent rassuré quand il est auprès de son parent. Ça, c'est l'attachement, la partie positive de l'attachement. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un attachement tranquille, un attachement sécurisé, dans notre jargon, on appelle ça un attachement sécure. Un attachement sécurisé, c'est aussi un attachement qui permet à l'enfant de s'éloigner, d'aller passer une après-midi à la halte garderie, puis d'aller passer une journée à la maternelle, puis d'aller passer de temps en temps une nuit dormir chez les grands-parents, ou dormir un peu plus grand, 6-7 ans, chez un petit copain, une petite copine, ou un cousin, une cousine, et de revenir tout content. L'attachement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'attachement sécure, c'est un attachement qui permet à l'enfant de s'éloigner sans avoir peur et d'avoir du plaisir à retrouver ses parents. Alors évidemment, c'est à un certain âge. Au début, l'enfant, dans les premiers mois, à partir de 5-6 mois, il commence à développer un attachement. Il n'aime pas trop voir des étrangers qu'il ne connaît pas. Et puis, petit à petit, il apprécie, vers l'âge de 1 an et demi, comme ça, d'être tranquille à jouer dans sa chambre, ou d'être pas nécessairement toujours dans les jambes du parent, et de retrouver les parents, etc. Donc n'oubliez jamais cet aspect-là, que l'attachement sécurisé, c'est un attachement qui permet la tranquillité auprès du parent, mais qui permet aussi de s'éloigner. Il n'y a pas de danger quand on s'éloigne. En fait, c'est une relation de confiance. Quand je suis pas avec maman ou pas avec papa, j'ai relativement confiance, il ne peut pas arriver de catastrophe. D'abord, si papa et maman me confient à ces adultes, à ces autres personnes, c'est parce qu'ils ont confiance et que je n'ai pas de raison d'avoir peur d'être avec telle ou telle personne. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous avez tout de suite compris que
l'attachement sécure implique du côté du parent que ce propre parent lui-même aime bien avoir son enfant avec lui, mais ne se sent pas angoissé si son enfant n'est pas avec lui et qui peut confier pour des temps limités au départ, une demi-journée ou 2 heures, à quelqu'un d'autre, un voisin, quelqu'un de confiance, un membre de la famille, le conjoint, etc. Et de pouvoir faire quelque chose qui fait plaisir ou qui est nécessaire, et puis de revenir et de se retrouver. Ça, c'est un élément très important. Il faut ne pas confondre cet attachement sécure avec l'attachement anxieux qui procède d'une forme de collage. On est collés l'un contre l'autre, on se fait des grands bisous, des grandes embrassades, mais dès qu'il s'agit de se séparer, on est angoissé, on est inquiet, alors dans les deux sens, avec l'idée qu'il y aura quelque chose de terrible qui va se passer et qui empêchera qu'on se retrouve. Ça, c'est l'attachement anxieux. Alors du côté de l'enfant, il a peur que ses parents aient un accident, il a peur de ne plus les retrouver. Du côté du parent, c'est l'idée que si le parent n'est pas là, l'enfant peut être perdu, l'enfant peut avoir une jambe cassée, un bras cassé, et que les personnes qui seront là ne sauront pas s'en occuper, et que moi seul, la maman, ou moi seul, le papa, saura m'en occuper. L'attachement anxieux, c'est la conviction que le parent est le seul à pouvoir s'occuper de l'enfant, et que s'il n'est pas là, il va y avoir une catastrophe. Et donc, évidemment, ça entraîne un collage. J'insiste pas sur ce qu'on appelle l'attachement désorganisé, qui est un attachement un peu chaotique, où quand on se voit, on se colle l'un contre l'autre, et quand on ne se voit pas, on s'ignore l'un l'autre. Mais on va passer là-dessus. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui conditionne le sentiment de sécurité de l'enfant. L'enfant, son état interne est extrêmement dépendant de l'état psychologique des adultes qui s'occupent de lui. Et évidemment, surtout chez le petit enfant, entre 0 et 6 ans. Ça va être un peu moins vrai entre 6 et 12 ans, même si c'est encore très vrai. Et c'est là, pour le coup, un peu moins vrai avec les adolescents, 12, 13 ans et 18 ans. Là, j'ai dit aujourd'hui que j'allais essentiellement vous parler des 0-6 ans, puisque c'est ce qui m'a été demandé de faire. Mais s'il y a parmi vous des parents qui ont des enfants plus grands, des 8 ans, des 10 ans, voire des adolescents, à la fin de cet exposé qui ne durera pas des heures, je vais peut-être vous parler 40-45 minutes maximum. Après, je pense qu'on échangera avec des questions, toutes les questions que vous voulez, les plus comme ça, qui vous trottent dans la tête. Puis j'essaierai d'y répondre aussi simplement possible, y compris éventuellement pour des enfants un peu plus âgés. Alors je reste là maintenant sur mes petits-enfants. Donc il y a l'attachement. Et le deuxième élément qui est extrêmement important dans cet attachement, pour l'enfant, c'est ce que j'appellerais, moi, que le monde soit fiable, que le monde soit régulier. L'important, c'est que le monde soit prévisible, parce que les petits-enfants, ce dont ils ont besoin et qui les rassure, c'est d'avoir des habitudes. D'avoir des habitudes, que la journée se déroule régulièrement, que on se réveille et puis on prend un petit déjeuner et puis après on se prépare, on sort, on fait une sieste, etc. Enfin voilà, que les grandes étapes de la journée se répètent et que c'est toujours un climat à peu près identique avec des adultes, alors pas nécessairement le même. Pour un petit enfant de 3 mois, 6 mois, il peut y avoir 3-4 adultes, la maman et le papa, 1 ou 2 frères et sœurs éventuellement, une nounou ou une personne de la halte garderie ou de la crèche. Voilà, il peut y avoir comme ça 5-6 personnes avec qui est mon petit monde à moi dans lequel moi je me sens bien. Et ce petit monde, il est régulier et il est prévisible. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce que j'en pourrais appeler de manière un peu pompeuse la fiabilité du monde. Le monde est fiable. On peut avoir confiance en lui. Alors donc les adultes dans cette affaire-là, ils sont effectivement des modèles pour cet attachement tranquille et des modèles pour cette fiabilité et cette répétition relativement sécure. Les adultes, leur rôle, c'est effectivement d'apaiser l'enfant quand il est inquiet, et effectivement de le rassurer
tranquillement. Alors c'est des éléments essentiels pour ce qui va on va évoquer ensuite pour le Covid. Je crois qu'il est très important aussi, et c'est quelque chose qui est fondamental. Les petits, ils ont le droit d'avoir des émotions. Et je vais prendre l'exemple de cette petite fille que je vois très régulièrement, qui est une petite fille tout venante, hein, qui va très bien, qui a actuellement 14 mois. Et en ce moment, elle découvre, elle marche à quatre pattes depuis quelque temps, et elle découvre la position debout, elle se met debout, elle commence à vouloir marcher, elle est attirée par les escaliers, elle est en pleine, ce qu'on appelle la pleine période d'explosion motrice. Et quand les enfants sont dans la pleine période d'explosion motrice, ils sont tellement excités par tout ce qu'ils sont en train de découvrir, parce que d'un jour sur l'autre, ils font des découvertes, qu'ils n'ont pas du tout envie de dormir. Pour eux, dormir, c'est perdre son temps, quoi. Voilà, ils ont tellement de choses à faire, tellement de choses intéressantes, qu'ils n'ont pas envie de dormir. Et évidemment, quand la maman veut mettre la petite fille au lit, elle proteste, elle crie, etc. Eh bien, ce qui est important, c'est de reconnaître ses émotions. Et lui dire, oui, je comprends, tu es en colère. Tu as le droit d'être en colère. Tu es en colère parce que tu as envie de continuer à grimper, à sauter, à découvrir. Mais là, tu vois, maintenant, c'est l'heure de faire dodo. Et donc, il faut que tu fasses dodo pour justement demain pouvoir bien courir, bien sauter, bien découvrir le monde. Et je comprends que tu es en colère. Mais maman, elle ne cédera pas. Maman, elle ne cédera pas et il faut que tu ailles faire dodo. Alors, on va faire un gros câlin, etc. C'est ça qui est important pour un enfant. Reconnaître ses émotions. Un enfant, il a le droit d'être en colère. Il a le droit d'être triste de temps en temps, il a le droit. Et pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce que tu es en colère? Oui, un enfant, il a le droit d'être en colère. Voilà. À partir du moment où on peut parler avec l'enfant de ses émotions, et les enfants le comprennent très bien, et dire à un enfant, je comprends que tu es en colère, mais le dire calmement, et dire en même temps, je comprends que tu es en colère, mais il faut que tu ailles faire dodo. Demain, tu seras encore mieux, tu pourras encore plus. Voilà. Eh bien, c'est ça qui rassure l'enfant. Si vous dites arrête d'être en colère, tu n'as pas de raison d'être en colère, et si vous montez la voix, lui qui est déjà en colère, il va être encore plus angoissé par le parent qui lui-même va se mettre en colère, et ça va faire boule de neige. Et c'est comme ça que ça fonctionne souvent entre parents et enfants, quand effectivement on n'a pas la capacité de reconnaître les émotions de l'enfant et du tout petit. Et je ne sais pas pourquoi. Alors que depuis maintenant 50, 60 ans, on sait que les tout-petits, les bébés, les enfants de 14 mois, 18 mois, 3 ans, ils ont des émotions. Ils ont des émotions extrêmement importantes. Et dans leur monde à eux, voilà, ils ont la peur, la colère, différentes, la surprise, la joie, ces différentes émotions. Ils peuvent refuser, ils peuvent être en colère après leur maman, après leur papa. Voilà, ils peuvent bien entendu aimer et serrer dans les bras très fort leur papa et leur maman, mais il faut leur laisser la liberté de ces émotions et ne pas les disqualifier. Ils ont le droit aussi d'être tristes de temps en temps. Quand ils ne peuvent pas faire quelque chose, surtout dans cette période comme ça, 18 mois, 2 ans, où ils ont envie de faire plein de choses, ils n'y arrivent pas toujours, ils peuvent être très tristes. Je comprends que tu es triste, tu n'arrives pas à faire ça, tu es vraiment très triste, c'est difficile la vie, c'est difficile. Mais tu verras, demain tu y arriveras. Reconnaître les émotions et être porteur d'espoir. Voilà. Et pas disqualifié. Voilà. Et ça, si vous reconnaissez les émotions du tout petit et si vous êtes porteur d'espoir, il ne peut rien arriver à vos enfants sur le plan émotionnel. Voilà, ça c'est quelque chose de fondamental. Alors, bien entendu, et ça c'est compliqué, on peut d'autant plus facilement reconnaître les émotions de ces enfants, de tout petits, les émotions de ses conjoints, qu'on est soi-même libre de ses émotions et qu'on peut reconnaître ses propres émotions. C'est-à-dire qu'on peut se parler à soi-même. Là, en ce moment, je suis un peu énervé. Là, en ce moment, je suis un peu triste. Là, en ce moment, voilà. C'est-à-dire d'être capable de se parler à soi-même de ce qu'on ressent. C'est quand on est capable de se parler à soi-même de ce qu'on ressent
qu'on peut être attentif au ressenti des autres. Si on est soi-même verrouillé à ce qu'on ressent, il est difficile d'être attentif au ressenti des autres. Donc c'est quelque chose qui est fondamental. Et le problème des tout-petits, et des enfants en général, mais les tout-petits en particulier, c'est qu'ils suscitent en nous des émotions. Vous savez très bien qu'en tant que parent, on a vite peur pour ses enfants, on est vite vite angoissé, ils pleurent, on ne sait pas ce qu'ils ont, etc. Donc ils suscitent en nous des émotions. Et ils suscitent aussi, on rigole quand ils font des pitreries, on est content quand ils font des gros câlins. Donc c'est vraiment le bébé, le tout petit enfant, c'est un fantastique amplificateur d'émotions. Donc c'est important que nous-mêmes soyons capables de connaître nos émotions et pas seulement de désigner les émotions de l'autre. Donc les enfants sont ces amplificateurs d'émotions des adultes, et il est important que l'adulte puisse lui-même parler de ses émotions, se parler à lui-même de ses émotions. Alors à partir de là, venons-en plus spécifiquement au Covid et à ce qui s'est passé. Je dirais que moi, ce qui me semble, la première émotion que nous avons tous vécue dans l'intimité de nos maisons, c'est quand même une sidération. On a été sidérés. La sidération, ça nous tombe dessus comme ça, et on ne sait plus où on est. Et d'un seul coup, quand on est sidéré, on est moins attentif aux autres, on est moins disponible pour leur répondre. Et les enfants, d'autant plus qu'ils sont petits, sont à la fois des éponges à émotions, mais sont des interprètes, des lecteurs d'émotions. Il y a un mot, je vais vous le dire pour ceux que ça intéresse, mais des psychologues d'enfants disent que les tout-petits sont des herméneutes. Des herméneutes, c'est-à-dire ils analysent les émotions de l'adulte. Comment ils font ça ? De deux ou trois manières. Quand vous êtes tendu, votre tonus n'est pas le même. Et vous ne prenez pas l'enfant, le tout petit, vous ne le tenez pas dans les bras, vous ne le prenez pas de la même manière. Vos bras ne sont pas aussi confortables, vous êtes tendu. Et un bébé, un tout petit, immédiatement il lit ça. Votre visage n'est pas tout à fait pareil, vous ne souriez pas de la même manière, vous êtes un petit peu contracté comme ça. Et le tout petit, il a une lecture de ça. Et le petit, il sait avant vous-même, même avant vous, que vous n'êtes pas comme d'habitude. Et quand son parent n'est pas comme d'habitude, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les enfants sont des êtres d'habitude, ils aiment bien les habitudes. Et quand leurs proches ne sont pas comme d'habitude, ça les inquiète. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Voilà. Il y a quelque chose d'étrange. Et alors quand on a été sidéré, évidemment, on n'était probablement pas comme d'habitude. Et probablement que nos petits, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là où c'est important de pouvoir dire, oui, ce qui nous tombe sur la tête, là, j'ai jamais compris, je ne comprends pas, c'est de mettre des mots. Je dis souvent que je fais cette image, les mots sont pour les émotions, comme la vapeur d'eau pour la cocotte minute. Quand vous mettez une cocotte minute, vous avez un petit tourniquet, et puis il y a la vapeur d'eau qui s'échappe. Et si ce tourniquet-là, ce petit sifflet, il est coincé, la pression augmente jusqu'au risque de faire exploser la cocotte. Les mots, c'est comme la vapeur d'eau qui s'échappe de la cocotte. Les mots, c'est ce qui permet aux émotions de s'exprimer, au sens presque s'exprimer, vous voyez, sortir, s'exprimer, et de faire que les émotions soient moins explosives. C'est pour ça que c'est fondamental de pouvoir communiquer et en parler. Donc alors il y a eu cette sidération, et puis il y a eu après, suivant la sidération, il y a eu un brutal changement de vie, donc la perte des habitudes. Avec cette chose qui peut entraîner quoi ? Alors c'est vrai que à partir de là, il y a eu énormément de différences. C'est assez bête de dire que ce n'est pas tout à fait la même chose d'être confiné à 5-6 personnes, dont un tout petit de 8-10 mois dans un appartement de 3 pièces ou 4 pièces au 6e étage, et d'être confiné dans une maison avec un jardin
où on peut sortir un peu, etc. Il y avait évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir. Donc il y a effectivement des conditions matérielles, et plus les conditions matérielles imposaient une cohabitation un peu difficile, quand on ne peut jamais être dans un moment tranquille, dans une pièce à peu près tranquille, ou quand l'enfant ne peut pas être dans une chambre où il peut être un peu tranquille, c'est évidemment pas toujours facile. Ceci étant dit, derrière cette diversité, les réactions des enfants, en tout cas pour le premier confinement, on a eu la surprise, y compris chez les enfants qui étaient suivis dans les services de pédopsychiatrie, mais je n'insisterai pas trop là-dessus, mais de voir que finalement beaucoup de petits-enfants s'en étaient fort bien accommodés. Quand les parents n'avaient pas d'attitude trop angoissée ou trop anxieuse. Quand les parents passaient cette stade de sidération, se sont adaptés. Les enfants, finalement, avaient leurs parents avec eux. On jouait, on organisait des jeux en famille. Alors, je ne suis pas innocent. Je sais bien aussi que soit les parents, s'ils télétravaillaient, ce n'était pas toujours facile. Les enfants de 18 mois, 2 ans, quand un parent télétravaille, c'est infernal. Pas possible de travailler avec un enfant de 6 mois, de 2 ans, de 18 mois. C'est exactement la même chose quand vous téléphonez avec un enfant qui est à vos côtés de vous. Un enfant de 14-16 mois, même un enfant qui a un attachement sécure, quand son parent est à côté de lui, un enfant entre 1 an, 1 an et demi, 1 an, 12, 13 mois, et 2 ans et demi, 3 ans, ça se calme après 3 ans, quand il est avec son parent, il considère que son parent est à lui et que son parent doit être disponible. Et que rien n'énerve plus et n'excite plus un enfant que de voir son parent à côté de lui qui a l'air absent et qui s'intéresse, qui est accaparé par un téléphone ou accaparé par autre chose. Et ça, c'est insupportable pour un enfant, un tout petit. Parce que c'est comme s'il avait en face de lui un parent présent mais absent à lui. Et ça, donc, qu'est-ce que fait un enfant en général ? Il fait des bêtises. Parce que la stratégie de la bêtise, c'est quand même la meilleure manière pour qu'on s'occupe de lui. Voilà. Donc, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils ont une stratégie. Ils ont une stratégie pour qu'on s'occupe d'eux. Voilà. Donc, vous êtes au téléphone, racontez votre vie à votre copine. Il va renverser la casserole, il va mettre le pec citron, il va en mettre partout, etc. Il va faire de petites bêtises d'ailleurs, pas nécessairement des grosses. Mais vous allez être obligé de raccrocher le téléphone et de vous occuper de lui. Voilà. Donc ça veut dire que quand on a un enfant entre 14 mois et 3 ans, quand on est avec lui, on est disponible. Et si on a des choses à faire, on le confie à un tiers, on le confie à une garderie, on le confie à la grand-mère, et puis on va faire les choses. Et puis s'il y a le téléphone et qu'il y a une copine, on dit écoute, là je suis avec ma fille, elle a besoin que je sois disponible, je te rappelle quand elle dormira ou quand on sera plus ensemble. Faut être, je tiens à dire cela, c'est fondamental. Je suis pas de ces gens qui idéalisent d'une manière excessive les bébés. Les bébés, c'est merveilleux, les tout petits. Mais c'est aussi, les bébés, les petits-enfants, sont des êtres humains qui vous prennent une partie de votre liberté. À partir du moment où vous avez un tout petit avec vous, vous perdez une partie de votre liberté. Voilà. Comme je le dis, si vous ne voulez pas perdre votre liberté, prenez des chiens, prenez des chats, mais n'ayez pas d'enfants. Il faut être clair, parce que ça vous permet... Alors, vous y perdez une partie de votre liberté, vous y gagnez le monde émotionnel et le monde affectif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, ce gain, à mon avis, est supérieur à la petite perte de liberté transitoire. Mais il ne faut pas... Moi, je suis cette espèce d'idéalisation où on dit c'est merveilleux, etc. Les bébés, ce n'est pas toujours facile. Parfois, ils pleurent, on ne sait pas trop pourquoi. Ils ont plein d'émotions qu'on doit être capable de reconnaître, etc. etc. Ça complique la vie d'un adulte, un bébé. Mais ça l'enrichit énormément. Donc il faut être capable de faire la part des choses. Alors, je reviens à ce confinement et au fait qu'effectivement, il y a eu ce moment
proximité, où là, il y a eu ces changements et certaines familles étaient en situation difficile. Par exemple, le télétravail avec des tout-petits, c'est compliqué. Voilà. Alors, certains parents ont pu aménager les choses. Par exemple, quand il y a les deux parents, un s'occupait des enfants et les autres télétravaillaient, ou vice-versa. On n'est pas toujours tous deux, on peut être tout seul, donc c'est effectivement, ça complique, parce que du coup, télétravailler seul avec un ou deux enfants à la maison, c'est quasiment pas possible. Donc il faut éventuellement s'organiser avec les voisins, des choses comme ça. Ça demande... Alors j'ouvre une parenthèse, là, effectivement, c'est les relations autres. Alors je sais que pendant ce confinement, on a eu tendance à être chez soi, mais je sais aussi que dans les cages d'escalier, il y avait aussi une certaine convivialité, il y avait aussi des proximités. Et j'ose espérer que ça a pu se développer d'une manière importante. Alors, chez l'enfant, qu'est-ce qui fait traumatisme? Je l'ai plus suggéré, c'est la rupture par rapport aux habitudes et ce sentiment que les adultes, on peut plus il y a quelque chose en eux qui fait que la confiance que j'avais d'habitude, elle est menacée, elle est en train de disparaître. J'ai eu l'occasion, quand après l'attentat de Nice, dans le cadre de la réserve sanitaire, j'ai passé 3 semaines au mois d'août à voir des enfants et des familles à Nice. Et j'ai été très frappé par les désarrois de certains enfants qui n'avaient même pas assisté, qui n'avaient rien vu, qui étaient dans la ville de Nice, qui n'étaient pas du tout sur la Croisette, qui étaient dans la ville, mais qui avaient vu les adultes parcourir dans tous les sens, terrorisés, une espèce de sentiment de folie généralisée. Et d'un seul coup, c'est comme si ces enfants avaient perdu confiance dans les adultes. Et que l'image de l'adulte s'était complètement effondrée pendant 3 heures, 4 heures, 6 heures, livrés à leur propre angoisse. Et là, ces enfants étaient très traumatisés. Alors même que ceux qui avaient été et qui avaient eu des parents qui les avaient pris, qui les avaient mis à l'abri, qui avaient eu des gestes adaptés, ils avaient supporté ça relativement bien. Alors c'est là où, effectivement, ce qui est important, c'est que je touche, quand on parle des tout-petits, là, du coup, on touche la personnalité des parents. Et les adultes sont différents les uns des autres, bien sûr. Et cette Covid a entraîné des émotions très différentes d'un adulte à l'autre. Avec certains qui ont vécu ça, voilà, comme une épidémie. Il fallait se protéger, il fallait utiliser les gestes distanciés, se laver les mains, mettre un masque, et puis voilà, et puis on allait continuer à vivre. Puis d'autres dont je sais très bien qu'ils étaient avec des angoisses de mort, des angoisses de contamination. Et incontestablement, cette épidémie a fait revivre à la population en général, aux êtres humains que nous sommes, a fait revivre ce qu'au Moyen-Âge, les êtres humains connaissaient à travers ces épidémies de choléra, ces épidémies de peste. Il se trouve que pendant le premier confinement, j'ai relu La peste de Camus, et c'est vraiment très impressionnant, parce que c'est quelque chose qui était... J'avais vraiment l'impression, c'était ma manière à moi, finalement, de prendre de la distance par rapport aux événements, et de les s'inscrire dans une truc d'histoire. Je pense qu'on a revécu ça, tous collectivement, avec tout ce que ça entraîne. Alors, comment en parler aux enfants ? Eh bien oui, il y a eu des petites historiettes, il y a un méchant virus là, qui est méchant, qui peut nous faire du mal. Alors il faut bien et comment on va lutter ? On va se défendre contre lui, on va se laver les mains, on va mettre les mains. Voilà, et puis les choses iront. Et quand un adulte en face d'un enfant raconte ça, ça rassure l'enfant. Parce qu'il retrouve d'un seul coup, il y a des choses à faire, et il retrouve la confiance dans l'adulte. Et si en revanche l'adulte se met à crier mets ton masque, lave-toi les mains, l'enfant est terrorisé, c'est-à-dire à l'angoisse de l'adulte, il y a son angoisse, etc., qui fait cumul. Là encore, ce qu'il faut, c'est expliquer et commenter. L'élément qui fait traumatisme, et ça c'est un élément extrême qui nous concerne aussi, c'est la répétition. La répétition quand ça se répète. Une fois, ça nous est tombé dessus, on était sidérés.
Mais une deuxième fois, on commençait à être... mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Une troisième fois, alors là on était accablés. Une quatrième fois, alors là on n'en pouvait plus. On était, voilà. Et il y a ce sentiment comme ça de répétition. Ben, les enfants aussi. Les enfants, ils ont eu, quand il y a des traumatismes qui se répètent, c'est probablement le facteur qui va entraîner ce qu'on appelle le stress post-traumatique, dont je parlerai tout à l'heure. Je n'en parlerai pas trop, mais un petit peu quand même pour que vous sachiez repérer les choses. Le stress post-traumatique, la répétition est probablement ce qui, pour un enfant, est le facteur qui est le plus important pour entraîner un sentiment de traumatisme. Chez nous aussi, hein, quand je dis enfant, mais chez nous aussi, on s'en sortira jamais, etc. Alors là, on le voit bien. Alors aujourd'hui, là, on est en train de vivre dans 3 crises, j'ai envie de dire. Alors, 3 crises. Il y a la crise, la guerre de l'Ukraine, qui est à nos portes, et qui, d'un seul coup, c'est un déferlement d'images dans nos postes. Et il y a des inquiétudes légitimes parmi nous, des gens qui sont vraiment inquiets, voire qui ont peur. Et bon, ils ont toutes les raisons de cette inquiétude et de cette peur. Je ne veux pas être alarmiste, mais voilà, objectivement. Il y a le Covid qui a l'air de vouloir redémarrer. Et puis, il y a ce qu'on entend du réchauffement climatique, de la planète. Les enfants, ils sont très attentifs. Alors, peut-être pas les petits, mais les enfants de 8, 10, 12 ans, ils sont très attentifs à ça. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup pour garder l'espoir, pour garder la confiance dans la vie, pour avoir le bonheur, etc. Or, l'état affectif de l'adulte, c'est le régulateur de l'état affectif de l'enfant, quand il est petit. Donc, si nous, on perd espoir, pour les enfants, c'est compliqué. Donc, il faut arriver... Alors, pour le Covid, on va les prendre les uns après les autres. Pour le Covid, j'ajoute tout de suite. Ce qui est important pour garder l'espoir, c'est que l'enfant, on lui dise qu'il ait des choses à faire, des choses concrètes à faire. Alors, pour le Covid, effectivement, là, on est en train de voir que ça redémarre. Vous devez avoir compris maintenant, je pense tous les uns les autres, qu'on ne va jamais être débarrassé du Covid, que c'est exactement comme la grippe. On va avoir maintenant régulièrement, tous les ans peut-être, un nouveau variant qui va venir et qui va augmenter. On aura probablement besoin d'être vacciné, du moins pour les personnes fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes qui ont des problèmes d'asthme, des cardiopathies, qui ont un cancer, qui ont des obésités. On va certainement avoir besoin, comme pour la grippe, d'être vacciné tous les ans, peut-être tous les 6 mois. Voilà, à partir de ce moment-là, quand les gens particulièrement vulnérables seront vaccinés et qui ne risqueront plus de faire de formes très graves, ou de moins très exceptionnellement, on peut estimer que on continuera à vivre. Alors certains pourront, je pense qu'on porter des masques, je pense que on sait maintenant que porter un masque, c'est à la fois protéger les autres et se protéger soi-même. Peut-être plus protéger les autres que soi-même. Donc théoriquement, quand on tousse, quand on a un peu de fièvre, immédiatement on met un masque pour protéger les autres et pour se protéger un peu soi-même, que ça soit la grippe ou que ça soit autre chose. Voilà. D'ailleurs, en ce moment, vous avez dû entendre à la radio que les hospitalisations des tout-petits pour des bronchiolites et des bronchites grippales et virales, en dehors du Covid, sont en train d'augmenter de manière importante. Parce qu'effectivement, les enfants n'ont pas eu... Pendant 2 ans, ils ont été relativement protégés du fait du Covid et du fait de l'isolement. Et du coup, ils n'ont pas d'immunité, ils n'ont pas développé d'immunité. Donc, effectivement, moi, je ne suis pas trop... On va s'adapter. Donc, c'est ça qu'il faut dire aux enfants. Oui, on va y arriver, on va y arriver. On aura peut-être un vaccin à faire de temps en temps, les adultes, les grands, ton papy et ton mamie, ils feront un vaccin. Et puis voilà, et puis quand on tousse, on apprendra à tousser dans son coude, pas dans sa main, à se laver les mains, à mettre un masque si on tousse souvent, etc. Voilà, et puis on continuera à vivre. Il n'y a pas de drame à ça. Donc c'est ça qu'il faut dire aux enfants. Et ce qu'il faut qu'on se dise à nous aussi. Il faut garder comme ça un peu d'espoir. Voilà. Je suis médecin, j'ai fait médecine il y a déjà pas mal de temps. Quand on m'aurait dit, quand j'ai fait médecine, qu'on allait, avoir une nouvelle maladie, isoler l'agent responsable de la maladie, c'est-à-dire le virus,
en quelques semaines, définir son génome, c'est-à-dire ses trucs, son ARN, etc., en quelques mois, et avoir un vaccin en moins de 18 mois, 2 ans, mais j'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Alors c'est vrai que comme on est dans un monde d'impatience permanente et d'urgence permanente, aujourd'hui on trouve que 18 mois, 2 ans, c'est une éternité. Mais bon, quand même, il faut peut-être raisonner, parce que c'est comme ça après qu'on perd espoir. 18 mois, 2 ans, ça a été d'une rapidité foudroyante. Foudroyante. Même si pendant 18 mois, on a trouvé que le temps long. Mais enfin quand même, gardons espoir. Voilà, prenons un peu de recul. Quand on sait que pour isoler la bactérie de la peste, le bacille de Yersin, il a fallu 3 siècles. Bon, quand même. Imaginez qu'il faille 3 siècles pour comprendre le virus, le sida. Il a fallu une dizaine d'années. Donc vous voyez que les choses quand même... Donc il n'y a pas... Voilà. Alors après, la guerre en Ukraine, c'est plus compliqué. La guerre en Ukraine, on n'a pas grand-chose à faire, sinon qu'on réduit d'1 ou 2 degrés les températures de nos maisons et qu'on accepte des choses un peu compliquées. Alors après, il y a les gouvernements qui doivent effectivement s'arranger pour que les plus vulnérables et ceux qui ont les revenus les moins élevés puissent ne pas en pâtir, et que ceux qui ont plus d'aisance devraient pouvoir faire cet fameux effort de guerre à la hauteur de leurs moyens. Si l'idéal serait que chacun puisse faire un effort de guerre à la hauteur de ses moyens. Bon, c'est peut-être bien parlé, mais c'est peut-être difficile à faire sur un plan national. Mais bon, voilà, on peut... Alors, il faut aussi expliquer ça aux enfants. Quand les enfants regardent la télé, alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut leur permettre de parler. Alors, ceux qui ne parlent pas, dans les 0 à 6 ans, vous avez la tranche de ceux qui ne parlent pas. On va faire simple, on va dire 0-3 ans, ils ne parlent pas. Ceux-là, il faut être, comme je l'ai dit, « Ah, tu as peur, hein? Ah, ben, je comprends que tu as peur. Ah oui, ça te fait peur, cette méchante bête. Ah, ça te fait peur, ces images-là. Mais tu sais, c'est quand même un petit peu loin. Et puis là, maman et papa sont là. » Bon, ça, c'est les paroles de réassurance. Un enfant qui commence à parler, entre 3 et 6 ans, il faut lui demander, raconte-moi ce que tu as vu, raconte-moi, explique-moi ce que tu as vu. Il faut absolument lui parler pour que vous vous rendiez compte des images qu'il y a dans sa tête. Raconte-moi, voire dessine ce que tu as vu. Allez, montre-moi ce que tu as vu. Et qui vous dessine une boule de feu, etc. Il y a des images très impressionnantes, pas nécessairement des cadavres. D'ailleurs, l'autre jour, je regardais, donc comme tout le monde, je regarde, bien sûr, une bombe qui est tombée sur Kiev il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours, qui est tombée sur le centre commercial. Et il montrait l'image, cette espèce d'embrasement et ce feu, cette boule de feu qui était sur la ville. On ne fait pas mieux dans les films d'horreur, hein, ou dans les films terrifiants, qui sont d'ailleurs interdits parfois aux enfants de moins de 12 ans. Voilà. Donc ces images à la télé, si nos télés sont ouvertes, les enfants les voient. Et il faut donc en parler. Alors bien entendu, l'idéal, c'est de ne pas allumer la télé quand les enfants sont là. C'est bien sûr l'idéal. Mais je ne suis pas convaincu que ça soit l'idéal absolu. Je pense aussi que les enfants, il faut qu'ils connaissent le monde dans lequel on est. Si on est là à côté d'eux, si on est là pour les accompagner quand ils regardent les images. Raconte-moi ce que tu as vu, etc. Et là aussi, ce qui est traumatique pour un enfant, c'est quand les images reviennent en boucle. S'ils les ont vues une fois, on les commente et on ne les revoit pas 36 fois. Et ça, c'est le problème des télés, telles que CNews ou BFM, où ils passent en boucle. Et pour nous, assez rapidement, on voit que c'est la même séquence. Donc on prend un peu de distance. Mais pour un enfant de 4 ans ou 5 ans, chaque boucle, c'est un événement qui cumule sur le précédent. Donc faites très attention à ces télés en boucle, BFM et CNews, c'est les 2 principales, ou aux images qu'il y a sur YouTube, etc. Parce qu'elles passent en boucle, et c'est ça qui est franchement traumatique pour les tout-petits. Parce que là, ils ont l'impression que ça se répète, et eux, ils n'analysent pas l'image. Donc, et que ça se produit sans arrêt. Voilà. Et ça les traumatise.
Alors, regardez au fond, avec un enfant, la télévision, d'abord les télés, les grandes chaînes, TF1, Antenne 2, etc., passent des images qui sont un peu plus propres, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont compris ce que c'était l'impact que ça avait, et ils passent des images pas trop violentes. Voilà. Et en général, c'est accompagné d'un commentaire. Ce qui est particulièrement dur en ce moment, c'est les images des enfants qui sont dans les sous-sols, et qui on a vu, moi j'ai vu 2-3 images avec des enfants qui avaient des yeux égarés, des yeux perdus. Voilà, et ça, pour un enfant qui le regarde, c'est très traumatisant, parce qu'il s'identifie à l'enfant. Alors, et là, il faut pouvoir commenter. Et là, il faut pouvoir, ben oui, tu vois, il est dans tout en sol, dans la cave, parce qu'il y a des méchants personnes qui mettent des bombes, qu'il faut exploser des choses, donc il faut qu'il se protège avec son papa et sa maman. Mais c'est vrai qu'il a peur. Voilà, et la peur prend sens, donc il faut lui expliquer. Il ne faut pas avoir peur d'expliquer la peur aux enfants. Un enfant qui a peur, si vous ne lui reconnaissez pas sa peur, ben il aura encore plus peur. Si vous pouvez dire, bah oui, c'est vrai, moi aussi je suis un petit peu inquiet, moi aussi ça me fait un peu peur tous ces événements. Maman a peur, moi j'ai peur, on est ensemble, on est solidaires. Et ma peur finalement elle est moins forte. C'est ça qui est bizarre dans les émotions. C'est qu'une émotion négative que vous partagez avec quelqu'un, ben elle est moins intense. Vous comprenez ce que... C'est la parole habituelle quand je vais parler pour les conjoints. Il y a un conjoint qui est triste, qui n'est pas bien, et puis l'autre lui dit bah, « tu n'as pas de raison d'être déprimé, tu as tout ce que tu veux ». D'ailleurs, des fois les parents disent ça à leur adolescent qui est déprimé. Bah, « tu as tout ce que tu veux, pourquoi tu es déprimé ?» Objectivement, vous pensez que ça améliore celui qui est déprimé de dire ça? Vous ne pensez pas que ça aurait plutôt tendance à aggraver sa dépression? Et c'est pourtant trop souvent ce qu'on fait. Trop souvent. Pourquoi on fait ça? Parce que l'affect négatif nous fait peur. Parce que dire à son adolescent de 16 ans ou à son enfant je vois que tu es un peu triste. C'est comme si ouvrir ces portes des émotions, ça allait, entraîner un flot de choses négatives. Alors que c'est le contraire. Donc, pouvoir permettre à l'enfant de parler de sa peur. Qu'est-ce qui lui a fait peur quand il a regardé les images? Quelle image lui a fait peur? Et on va la dessiner, cette méchante image. Voilà. Puis après, on peut... elle est vraiment... Puis on fait un grand feu comme ça. Ce méchant feu, il m'a fait très peur. Puis moi aussi, ça m'a fait peur. Et puis d'un seul coup, la peur, on peut en parler. Et d'un seul coup, maman, j'ai peur. Et puis, ouais, viens, allez, on va faire un câlin. Et puis, voilà. Ils nous auront pas, on va se défendre. Voilà. On sera plus fort. Et puis, on surmonte ça. Ça, c'est fondamental. Et c'est comme ça que les enfants... peuvent être accompagnés. Alors, quels sont les signes inquiétants pour les enfants dans cette période où il y a eu, comme je l'ai dit, les gilets jaunes, les 4 séries de Covid, puis à nouveau ça recommence, puis la guerre en Ukraine. Chez les petits-enfants, qu'est-ce qui peut être un signe? Chez les tout-petits, c'est l'accrochage à l'adulte. Il est accroché, il est collé contre l'adulte, il ne veut pas s'éloigner. Ça veut dire, alors c'est plutôt en général dans les histoires, dans les tensions familiales. Qu'est-ce qui fait, au fond, un enfant de 16-18 mois? Quel est le traumatisme le plus fort pour un enfant de 16-18 mois? C'est voir ses deux parents s'engueuler. C'est de voir les deux parties de lui-même en train de se faire la guerre. Les deux parties de lui-même, parce que son papa et sa maman sont deux parties de lui-même. Et la pire des violences, c'est de voir deux parents s'engueuler très fort. Alors, je ne dis pas que de temps en temps, il ne faut pas élever la parole, mais c'est une chose de dire « écoute, tu me casses les pieds, franchement, là, j'en ai marre de tes histoires », que d'être dans des hurlements. En plus, il y a des violences physiques, bien évidemment. Mais les violences verbales et les violences, les insultes, avec des mots orduriers, ou dévalorisant, ça terrorise les enfants. Et deux adultes qui peuvent se parler et qui peuvent parler des peurs de la télé, etc., ça rassure, ça contient l'enfant et ça rassure. Ça lui contient sa peur. Voilà. Donc, et évidemment, quand deux adultes, deux parents s'engueulent,
l'enfant va être accroché, le petit va s'accrocher à un des parents, un petit peu plus souvent la maman, mais pas obligatoirement, mais l'accrochage et le collage à un parent. Ça, c'est un signe que l'enfant n'est pas bien. C'est bien sûr les troubles du sommeil, le refus d'aller se coucher, les difficultés à dormir seul et les cauchemars. Alors vous me direz, ça survient très souvent, ce n'est pas uniquement des enfants traumatisés. C'est normal d'avoir des difficultés pour se coucher, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le cours du fin du deuxième semestre et début du troisième semestre de la vie, c'est-à-dire à partir de 16-18 mois jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi. C'est tout à fait normal. La nuit, c'est inquiétant. La nuit, c'est arrêter de courir. La nuit, c'est pas avoir papa et maman à côté de soi. Donc, c'est des moments fragiles. Alors, si en plus le parent est inquiet et tendu, ce moment-là est encore plus angoissant, comme je vous l'ai dit, parce que l'enfant repère vite. Et plus vous avez envie, plus vous voulez que l'enfant soit rapidement au lit, plus il va mettre du temps pour y aller. Voilà. Dès qu'un enfant sent que vous êtes pressé de le coucher, lui, il sent qu'il est pressé d'être couché. C'est-à-dire qu'on le contraint. Voilà. Vous prenez le mot pressé au sens comme si on était en train de le comprimer. Et aucun d'entre nous n'aime être pressé. Eh bien, quand vous êtes pressé de coucher un enfant, vous avez la certitude qu'il va mettre le plus longtemps possible pour aller au lit. Donc c'est compliqué. Alors, si vous êtes 2, ça facilite un peu les choses parce que c'est celui qui est le plus calme. De dire à celui qui est pressé, dire à l'autre, écoute, tiens, occupe-toi, toi t'es calme. Non pas j'en ai marre de ce gamin occupe-temps, puisque c'est le tien aussi, parce que ça c'est négatif. Mais de dire, écoute, là, moi, j'ai du mal parce que j'ai besoin. Le type même des parents qui ont des enfants qui ont des problèmes de sommeil, ce sont les parents qui disent, j'ai besoin de mes heures de sommeil. Si à 9h du soir, vous avez besoin de vos heures de sommeil et que vous êtes pressé de mettre au lit l'enfant pour avoir vos heures de sommeil, ne le couchez pas. Et demandez à votre conjoint ou à la voisine de le coucher. Parce qu'effectivement, vous allez être tendu et inéluctablement, il va vous faire la guerre pour aller au lit. Automatique. Donc, alors, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, de retrouver ce temps de détente. Alors, je vais vous dire quelque chose que je dis juste dans vos oreilles, là, pour les petits comme ça, quand ils veulent pas aller se coucher, à 16, 18 mois, qu'une fois de temps en temps, vous les couchez dans votre lit, et puis vous dormez un petit peu, vous allongez à côté de lui, puis vous endormez, et puis en général, ça se passe bien, il ne faut pas y mettre trop, il ne faut pas mettre d'énergie, d'acharnement, voilà, il ne faut pas y mettre d'acharnement. Et puis vous pouvez aussi le lit, tu te mets en pyjama, tu t'allonges là sur la banquette pendant qu'avec papa et maman on mange, et vous aurez la surprise de voir qu'il s'endort. Donc il ne faut pas en faire une affaire de principe, il faut être souple, faut pas s'énerver. Moi au début j'étais comme tous les jeunes médecins, on est un peu comme ça, on dit aux parents il faut faire ci, il faut faire ça. Wow. Moi je vous dis maintenant, au moment de l'endormissement, l'important c'est de ne pas vous énerver, et l'important, c'est de garder une forme de tranquillité. Alors laissez-le s'allonger de le canapé, continuez à manger. La seule chose que je vous recommande, c'est d'éteindre la téloche, parce que là, la téloche, justement, vous avez les trucs, alors frustrez-vous de la télé, mais prenez un bouquin, discutez avec votre conjoint, faites des Scrabble ou quelque chose, mais voilà, mais quelque chose de calme, et vous verrez que votre enfant va s'endormir, tranquillement, au lieu d'être dans cette espèce d'exigence. Alors, les troubles du sommeil, l'autre chose des troubles du sommeil qui sont assez typiques des stress post-traumatiques, c'est les cauchemars. Les enfants qui se réveillent. Alors là, oui, effectivement, il faut lui demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vu, raconte-moi ce qui est dans ta tête. Alors c'est un peu difficile avec des enfants de 18 mois, 2 ans, de 18 mois, oui, qui sont encore... Alors au début, ils peuvent être terrorisés, il faut simplement être présent, les calmer, les embrasser, les serrer un petit peu. L'enfant a besoin d'être serré, d'être contenu, comme ça. Les faire boire un petit peu, attendre qu'ils soient calmés, leur faire pipi s'ils ont envie,
ils sont un peu plus âgés. Et puis, leur tenir la main, leur donner leur doudou, et puis, en général, ils s'endorment. Donc, les cauchemars. Les autres éléments qui traduisent c'est l'agitation, besoin de bouger. Ils sont jamais tranquilles, mais pas l'enfant qui court d'un jeu à l'autre. Tiens, pour les jeux aussi, ça c'est très important. Dans la chambre de l'enfant, et là où il est, il ne doit pas y avoir plus de 2, maximum 3 jeux. Les autres dans le placard. Et tous les jours, chaque jour, on sort un jeu nouveau et on en range un, puis on tourne. Si vous voulez qu'un enfant soit agité et dispersé, mettez-lui 30 jeux dans sa chambre. Il sera automatiquement agité et dispersé et il ne jouera avec aucun. Parce qu'il aura à peine commencé à jouer avec un qu'il sera en train d'être excité par ceux qui sont à côté. Donc 2 jeux, 3 jeux maximum, pas plus. Et on en change régulièrement. Alors, effectivement, un enfant qui est calme et qui d'un seul coup devient agité ne peut plus continuer à ses jeux, en particulier quand ils ont... Je pourrais vous passer des vidéos d'enfants qui ont 18 mois, 16 mois, qui jouent avec des jeux de boules, des choses comme ça, mais qui n'ont jamais eu ni regardé la télé, ni regardé des iPhones, ni regardé les trucs YouTube, etc. Donc, ils ont été préservés des écrans et ce sont des enfants relativement calmes. Donc l'agitation, l'agressivité, ils mordent, ils cassent, ils déchirent. Ça, ce sont des enfants qui sont angoissés, qui sont en colère. Pourquoi ils sont en colère? Parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer leur angoisse. Et leur colère, c'est la manière d'exprimer leur souffrance psychologique. Pour un enfant, la colère, c'est la manière de dire « il y a quelque chose qui ne va pas en moi ». Il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de ma tête, en moi. Alors je suis en colère parce que je me sens mal. Voilà. La colère, c'est l'expression d'un mal-être intérieur. Alors c'est pour ça que quand on leur dit « tu n'as pas besoin de colère, arrête-toi, ça suffit ». Et en plus, il n'y a rien je vais être excessif, il n'y a rien de plus stupide quand un enfant en colère et qui crie, de se mettre à crier plus fort que lui. Si vous considérez que vous êtes des modèles d'identification à votre enfant, si vous criez plus fort que l'enfant, ça veut dire qu'il a raison de crier. Alors je vous le fais d'habitude, voilà, l'enfant il crie, puis vous dites « calme-toi, ça suffit, calme-toi ». Vous croyez que c'est malin de crier comme ça, calme-toi? Est-ce qu'on peut se calmer quand on entend quelqu'un qui hurle « calme-toi » ? C'est évidemment non. Donc la stratégie, c'est à chaque fois d'avoir un ton en dessous de l'enfant. « Ah! Oh, je vois que tu cries très fort, oh là là, tu es malheureux. Oh, voilà. » D'essayer. Le rôle d'un adulte, c'est d'être capable de contrôler ses émotions. On ne peut pas demander à un tout petit et à un enfant de contrôler ses émotions si soi-même, on s'emporte pour un oui, pour un non. Et si on s'emporte pour un oui, pour un non, ce qui peut arriver en tant qu'adulte, parce qu'on n'est soi-même pas à l'aise avec ses émotions, ben, il faut pouvoir en parler. En parler avec des amis, en parler avec le médecin, en parler avec une psychologue. Et c'est justement en exprimant ces difficultés avec ses émotions qu'on pourra se sentir soi-même plus à l'aise avec les émotions de son enfant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, être capable de... Voilà. Donc pour ceux, si parmi vous, il y en a qui ont comme ça des émotions qui surgissent et qui ont du mal et qui s'emportent facilement, et un des problèmes des enfants, c'est particulièrement vrai avec les ados, mais les tout-petits aussi, c'est vrai. Ils ont l'art d'appuyer sur le bouton qui déclenche nos émotions. Clac, ils appuient. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est que quand on est ému, quand on a des émotions, de la colère, etc., on n'est pas comme d'habitude. Et pour un enfant, quand son parent n'est pas comme d'habitude, c'est un mystère. Donc il appuie sur le bouton pour comprendre. Pour vous comprendre, voilà. Comment, voilà. Donc clac, clac, clac. Et si à chaque fois on est dans la répétition et dans l'enfermement. Donc il faut faire attention à ça. Alors l'agressivité. Et puis chez les plus grands, à partir de 4-5 ans, c'est des oppositions systématiques. Ils veulent rien, non, etc. Ils refusent tout, etc. Et là, ce sont des enfants qui ne sont pas bien, dans leurs émotions, etc. Donc voilà des différents symptômes de ce qu'on pourrait appeler le début du stress, des comportements qui ont pu se produire au moment de ce confinement. Avec en arrière-plan, bien sûr,
je regarde l'heure, oui. En arrière-plan, la qualité des relations parentales. Vous le savez comme moi, bon, il y a quand même une majorité de femmes, hein, incontestablement. Il y a quelques hommes, mais enfin, il doit y avoir à peu près 80% de femmes. Les hommes, levez la main. Allez, courage, oui, c'est ça. Oui, il n'y en a pas tant que ça. Oui, il doit y avoir peut-être même 80, oui, j'en vois un au fond là-bas. Donc on a 85% de femmes et 15% d'hommes. Vous savez comme moi que quand même il y a eu une recrudescence de conflits familiaux, une augmentation de violence familiale, une augmentation de violence sur les femmes et un peu de violence sur les enfants. Alors je ne conteste pas le fait que quand on est 5 ou 6 dans un appartement de 3 pièces, comme je disais tout à l'heure, au 5e étage d'un appartement exigu, c'est difficilement vivable. Mais les petits n'y sont pour rien, et si on est dans cet état de les uns sur les autres, il faut être capable de s'isoler dans un coin, et puis de prendre un polochon, puis de boxer le polochon, à la limite dessiner le visage du conjoint, et puis de boxer dessus. Mais bon, oui, il faut avoir. Moi, je pense qu'il faut aller à la limite, on s'enferme dans une chambre et on prend un jeu violent, puis on massacre tout le monde. Quand on est adulte, il faut trouver un canal qui permette à l'adulte d'exprimer le trop-plein de colère, d'agressivité, sans en rajouter dans l'interaction violente qui va angoisser les enfants, qui va exciter les enfants, qui va les coller à un adulte et qui va aggraver les choses. Donc il faut, et si vous avez des voisins, si vous entendez des hurlements, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Il faut dire aimablement, j'ai l'impression que c'est un peu difficile en ce moment, le confinement dans votre famille. Comment ça ? Oui, j'entends quand même. Je ne vous fais pas de reproches, mais je pense que c'est difficile pour vous, parce que ça crie souvent, ça doit être difficile l'atmosphère en ce moment, vous devez souffrir. Il faut se montrer empathique avec les gens pour pouvoir parler, plutôt dire « il y a du bruit tout le temps chez vous, que c'est ce bordel, etc. » Voilà, parce que ça ne va pas les aider. En tant que voisin, on a aussi une forme de responsabilité si on entend des hurlements, des cris, des choses comme ça. Il ne faut pas laisser des gens s'enfermer là-dedans, outre le fait qu'il peut y avoir des drames. Alors, donc, effectivement, les adultes, ça a été parfois difficile. Alors, je crois qu'il est important aussi, par exemple avec le Covid et avec l'Ukraine, la mort. La mort a été quelque chose qui a été présent. Vous vous souvenez comme moi certainement de ce comptage terrible au début, là, avec Salomon, là, qui nous faisait le listing des nouveaux cas, puis le listing des gens en réa, puis des morts de la journée, avec les courbes des morts qui arrivaient. Bon, 2000 morts, 3000 morts, 4000 morts. Bon, là aussi, on est 60 millions. Bon, alors 3000 morts, c'est beaucoup. On est 60 millions, ça veut dire qu'il y en a 59 millions 900, je ne sais plus, enfin faites la différence, la soustraction, qui sont toujours vivants. Alors, faut regarder. Alors, mais en même temps, il faut parler de la mort. C'est comme les morts avec l'Ukraine, c'est vrai. Alors, il y a un avantage aujourd'hui au niveau de la guerre, c'est qu'on ne voit plus ces étalages de cadavres comme on les voyait il y a 10 ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, dans les radios, ils vous étalaient les cadavres avec une complaisance morbide qui était effrayante et qui entraînait des angoisses au niveau des populations et des enfants. Maintenant, il y a une sorte de décence. Voilà, c'est ça le mot qui convient. De décence et de respect de la mort. Les gens qui sont morts, on leur fout la paix, on n'arrête pas, on peut dire qu'il y a des morts. Eh bien, effectivement, il faut parler de la mort. Et je pense que c'est important. Oui, de temps en temps, il y a des gens qui meurent dans les accidents de voiture, meurent de maladie. Mais bon, papa et maman, ils sont en bonne santé. Toi, tu es en bonne santé. Papy et mamie, ils sont en bonne santé. Ou papy et mamie, ils sont malades. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut être capable de parler des choses comme ça. Et puis les enfants, ils sont tout à fait sensibles à ça. Et ils sont capables, voilà. Alors, j'ai assez parlé des écrans dans leur côté négatif. Chez les petits, il y a des problèmes aussi de confinement, ça a été le recours aux écrans, parce que c'est vrai que quand les enfants sont devant des écrans, ils sont accaparés par les grands, ils sont plutôt sages, ils ne bougent plus. Mais vous savez comme moi quand même que chez les tout petits, en particulier avant l'acquisition du langage,
donc à partir de 6-8 mois jusqu'à 3 ans, l'excès d'écran peut quand même être très toxique pour le développement psychologique d'un enfant. Alors moi, j'ai rien contre le fait qu'on prend un écran et on est à côté de l'enfant et on commente l'histoire, on regarde une histoire, on l'arrête, et puis on demande à l'enfant, qu'est-ce que tu as vu? Raconte-moi l'histoire que tu as vue. Raconte-moi, qu'est-ce qu'il t'a vu? Allez, tiens, est-ce que tu as vu la coccinelle? Allez, viens, on va revenir en arrière. Et on commente la truc sur la vidéo ou sur l'écran comme on commente un livre. Pourquoi l'écran il a une puissance attractive et capte l'attention de l'enfant? Et comme il capte l'attention de l'enfant, on a l'impression que l'écran suffit à l'enfant. Alors qu'un livre, il n'a pas cette capacité à capter l'attention de l'enfant. Et si on n'est pas à côté d'un tout petit, le livre, qu'est-ce qu'il fait du livre? Très vite, il le jette, il marche dessus ou il le déchire. Donc d'une certaine manière, le livre oblige le parent à être à côté de l'enfant pour lire le livre et commenter le livre. Cette obligation de présence du livre, c'est extrêmement précieux. Et donc, l'écran donne l'illusion aux adultes que l'enfant n'a pas besoin de l'adulte à côté de lui pour commenter les images. Mais c'est une illusion qui est due à l'aspect captateur de la luminosité et de ces images qui bougent. Mais si l'attention de l'enfant est captée, sa compréhension, souvent, est en jachère, n'accompagne pas. Donc il est là devant quelque chose qui le fascine, un peu comme qui le sidère, un peu comme les premiers jours du confinement, mais qu'il ne peut pas intégrer. Alors que le livre qui est raconté par le parent, et petit à petit, les mots du parent vont rentrer dans sa tête et vont construire une histoire. Eh bien, si vous êtes à côté, quand il est devant un écran et que vous commentez, vous dites là, qu'est-ce que tu as vu? Viens, on va pendant un quart d'heure, une demi-heure, l'écran n'est pas toxique. Voilà. Et puis, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, allez, on ferme, et puis maintenant, tiens, tu fais joujou, tu racontes l'histoire que tu viens d'avoir, et maintenant, tu fais joujou, tu l'imagines, tu l'inventes. Voilà, il y a une utilisation intelligente de l'écran qui peut être faite rapidement et sans trop de difficultés. Mais en revanche, laisser les petits et les enfants de 3 à 6 ans devant des écrans, parce que comme ça, ils sont tranquilles pendant toute la journée, on a découvert effectivement un certain nombre d'enfants qui étaient très enfermés dans ces écrans avec des régressions importantes. Bon. J'en arrive à toute la fin parce qu'il faudra que vous puissiez poser des questions et dire un peu ce qui vous intéresse. Alors, il faut écouter et faire parler les enfants, on l'a dit. Il faut commenter calmement, surtout pour les petits, de moins commenter. Oui, t'as vu, il y a un gros tank, là, il fait boum, boum, hein, oh là là, allez, viens, on va faire un gros tank et on va faire des accidents avec le gros tank. Voilà. Et puis, on transforme ça en un jeu qui atténue l'inquiétude de l'enfant. Il faut demander chez les plus grands qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a dans la tête. Voilà. Et il ne faut pas nier les faits. Il faut dire ce qui se passe. Parce que nier les faits, de toute manière, ils le sauront autrement. Et ils le sauront sans commentaire. Donc c'est important. Et surtout, il faut se montrer empathique. Empathique, c'est-à-dire reconnaître ses émotions, valider le fait que l'enfant peut avoir peur, etc. etc. Voilà. Alors, pour les adultes qui sont, et j'en finirai par ça, si vous êtes particulièrement angoissé, je crois qu'il ne faut pas garder votre angoisse pour vous. Il faut que vous arriviez à en discuter avec des proches, avec des membres de la famille éventuellement, avec des professionnels, parce que plus vous êtes angoissé, plus l'enfant va le reconnaître, plus vous essayez de cacher votre angoisse, plus l'enfant la perçoit, et plus vos proches aussi. Donc, ce n'est pas la bonne stratégie. Donc la bonne stratégie, c'est dire tout ça m'angoisse beaucoup, je fais moi aussi des mauvais rêves, j'ai du mal à dormir, parce que les symptômes que je vous ai décrits pour les enfants, vous pouvez les avoir, et il n'y a pas de honte à ça, ça peut être tout à fait légitime. Et donc l'important, c'est de pouvoir exprimer ça et se faire aider. Je pense que dans des lieux comme le CCAS, des lieux, l'idéal aussi pour les enfants, quand les parents sont très angoissés, c'est d'avoir des groupes d'enfants où ils peuvent parler, d'avoir des temps avec des adultes qui ne sont pas pris dans les mêmes inquiétudes et qui peuvent leur permettre, à travers des dessins, etc., d'exprimer des choses. C'est pour ça que c'est très important. Et d'autant plus qu'on est soi-même très atteint psychologiquement par ces événements. Et encore une fois, je le répète, vous avez tout à fait le droit d'être atteint psychologiquement. Parce que c'est lourd. Donc garder l'espoir, c'est
facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Alors, je pense aussi qu'il faut beaucoup compter sur les objets, pas trop les objets Internet, même si de temps en temps il y a des historiettes sur Internet qui sont sympathiques. Alors celles-là, vous pouvez les regarder, vous pouvez demander aux bibliothécaires, vous pouvez demander aux gens, les médiathèques, dont c'est le métier, indiquez-moi les choses intéressantes pour un enfant de cet âge-là, que je puisse passer. Et là, vous aurez des ressources et vous pouvez effectivement les passer et les commenter avec l'enfant. Et vous avez des livres qui sont fort bien faits, souvent, aussi bien sur le Covid. Il y a des livres qui expliquaient le Covid pour les tout petits, avec des dessins qui étaient avec beaucoup de subtilité et d'intelligence, qui étaient fort bien faits. Donc, vous pouvez très bien emprunter à la bibliothèque un livre comme ça et puis le commenter. Et les groupes d'enfants, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, il y a des stratégies pour sortir de cette inquiétude. En ce moment, il se développe une sorte de maladie nouvelle qu'on appelle la solastalgie. Vous n'avez peut-être pas encore entendu ce mot-là. La solastalgie, c'est la souffrance devant un monde qui disparaît, qu'on ne retrouvera plus. Le monde, j'ai envie de dire, d'avant le Covid, le monde d'avant la guerre de l'Ukraine, le monde d'avant l'augmentation du pétrole, le monde d'avant. Voilà. Et qu'avant... on ne retrouvera plus. La solastalgie, c'est ce sentiment qui mélange la nostalgie, la tristesse, quand vous retournez sur les lieux de votre enfance et que vous ne reconnaissez plus les lieux de votre enfance, parce qu'on a cassé la maison et qu'on y a mis une grande barre d'immeubles ou qu'on a supprimé l'espace de récréation où vous alliez et qu'on en a fait un centre commercial. Ça, c'est la solastalgie, le sentiment que le monde d'avant est un monde qui disparaît. Et on ne doit pas... Alors, c'est quelque chose qui existe, mais je crois que pour nos enfants, et quand on est parent de petits enfants et d'adolescents aussi, d'adolescents c'est très important, c'est garder l'espoir et montrer qu'on a quand même confiance dans la vie. Confiance dans le fait que les adultes, l'être humain, depuis la nuit des temps, il s'est adapté, il a trouvé des solutions, que peut-être nous, aujourd'hui, on n'a pas encore les solutions, mais que lui, dans sa génération, il les trouvera, qu'on a trouvé un vaccin rapidement. Voilà, il faut mettre les choses positives en avant. Et alors, oui, on va être peut-être... C'est vrai que l'essence, ça va coûter plus cher, on ne pourra peut-être plus faire autant de voyages qu'avant, mais on va s'adapter, on va regarder près de chez nous s'il y a des coins sympathiques, etc. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas être en train de se lamenter qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Et l'enfant, dans ces cas-là, il est rassuré, il nous suit. Et il est content. Parce que lui, au fond, rien ne le rend plus heureux que d'avoir des parents heureux. Et rien ne le rend plus confiant que d'avoir des parents confiants. Voilà, c'est le message que je voudrais vous adresser. Voilà, je vous remercie. Vous avez été d'une grande patience. Je crois que j'ai parlé presque trop longtemps. Mais j'espère que vous allez me poser plein de questions qui vont me mettre en difficulté, auxquelles je ne saurais pas nécessairement répondre.